À la une, coup de tonnerre dans l'Ouest aujourd'hui après l'annulation de la rencontre entre le collectif des Iguanes et le PDG d'EDF. Le groupe citoyen a bloqué l'avenue Christophe Colomb dès 5 h ce matin pour réclamer un maintien de l'entretien. Jean-Bernard Lévy est finalement revenu sur sa décision. Rendez-vous est pris pour demain matin en mairie. La clinique Véronique à Cayenne serait-elle au bord de la faillite? Le bloc opératoire est fermé depuis 6 semaines suite à un incident. Les salaires sont versés par chèque et des mises au chômage partiel ont été proposées. Seuls 2 services fonctionnent normalement. Enfin, la saison des chantés Noël est de retour. Samedi soir, l'association de tous les âges du Maroni a tenu une séance dans ses locaux. Une trentaine de personnes y ont participé. Bonsoir à tous. Le collectif des Iguanes de l'Ouest a donc frappé à Saint-Laurent ce matin. Artère principale barrée, pneus, pancartes et palettes disposées à l'entrée de la centrale EDF. Manière de montrer sa colère après l'annulation de l'entrevue avec le PDG d'EDF. En Guyane, depuis hier, Jean-Bernard Lévy devait rencontrer le collectif citoyen mardi en présence du préfet, du président de la CTG et des élus de l'Ouest. Le collectif des Iguanes exige une promesse qui soit tenue. On écoute le représentant au micro d'Elsa Gonzalez. Aujourd'hui en bloc, parce qu'il était prévu qu'il vienne à notre rencontre sur Saint-Laurent, il a désisté. Il a désisté, peut-être que la population de l'Ouest ne mérite pas d'être entendue. Donc on voudrait qu'il vienne quand même à notre rencontre pour nous entendre sur ce qu'on voudrait ne plus supporter. On arrive à ce genre d'action après avoir essayé plusieurs possibilités pacifiques. Je dis bien pacifique, on se dit que le ras-le-bol, c'est la petite goutte d'eau qui dit bon, ça suffit quoi. Ça suffit. Maintenant, on cherche des solutions pérennes, des solutions concrètes. Donc, en clair, doublement de la ligne et l'attaque en attendant le doublement de la ligne. Voilà, tout simplement. Notez que le collectif a levé le barrage à 16 h cet après-midi après avoir obtenu la garantie d'un entretien avec le président directeur général d'EDF, une rencontre qui se tiendra dans les locaux de l'hôtel de ville à 11 h 30 demain matin. Jean-Bernard Lévy est donc en ce moment chez nous pour faire le point sur l'état du réseau EDF et évaluer les travaux à réaliser. 3 jours pour travailler sur une amélioration de la qualité du service sur le territoire. Un voyage entamé hier après-midi. Le PDG du groupe EDF a rencontré le président de la CTG. Rodolphe Alexandre a rappelé les besoins de la Guyane et souligné les nombreux désagréments subis par la population. Reportage Caroline Alcide et Stéphanie Puglisi. Le courant est passé entre Rodolphe Alexandre et Jean-Bernard Lévy. Pendant plus d'1 heure, le président de la collectivité territoriale s'est entretenu avec le président directeur général du groupe EDF, actuellement de passage chez nous. À cette occasion, le président de la CTG se fait l'avocat des Guyanais, victimes de trop nombreuses coupures d'électricité. Ce ne sont pas des problèmes qu'on va évacuer ni qu'on va ignorer. Il faut qu'on se parle franchement. Que veulent les Guyanais? Du confort. Que veulent les Guyanais? De l'emploi. Que veulent les Guyanais? C'est mettre en place un système qui puisse permettre d'aller vers 2030. Donc il y a eu un vrai débat ouvert, partenarial, et on s'est mis d'accord sur des échéanciers, sur des programmations, sur des planifications. Jean-Bernard Lévy a pu prendre la mesure des besoins du département, marqué par une population en constante augmentation. Pour faire face à cette hausse sans cesse de la demande, il évoque entre autres des pistes d'alimentation en hydraulique et solaire, mais aussi le remplacement de la centrale thermique de Dégradé-Cannes avant 2023. L'objectif, éviter que les foyers guyanais soient trop souvent privés d'électricité. Il faut que nous donnions aux habitants du littoral l'électricité dont ils ont besoin. Et puis il faut aussi que les communes de l'intérieur, beaucoup d'entre elles ne sont pas raccordées ou ont des moyens de production d'énergie qui sont tout à fait insuffisants. Il faut aussi que nous nous préoccupions bien sûr des communes de l'intérieur. Le réseau guyanais, il est compliqué à faire fonctionner. Il y a des zones qui sont isolées, il y a d'autres zones qui sont connectées les unes avec les autres. C'est assez compliqué à faire fonctionner. Il y a une programmation de tous ces besoins en énergie. Il faut que nous sachions répondre aux besoins des différentes zones et que petit à petit, le service de l'électricité en Guyane, eh bien, il soit en amélioration, à la fois sur le plan de la qualité, parce qu'on a fait des progrès, mais on peut encore faire beaucoup mieux. Les 2 hommes ont profité de l'occasion pour préparer l'avenir, notamment en apportant des améliorations au plan pluriannuel de l'énergie, rejeté il y a peu par l'autorité environnementale. Ce plan doit permettre d'identifier les futurs besoins et de mettre en place des solutions. Par exemple, sur l'Ouest, les fameux 26 mégas supplémentaires qui pourraient répondre à la production de l'orifère, donc des mines d'or, aux côtés des 20 mégas pour la population. On a abordé également d'autres dispositifs, notamment sur le mix énergétique, c'est-à-dire sur la production éolienne, solaire, la biomasse. Malgré le déplacement de Jean-Bernard Lévy, les Guyanais ne devraient pas pour autant voir des améliorations de l'alimentation électrique dans l'immédiat.
D'autres soirées à l'allure de la bougie restent encore d'actualité. Et c'est dans ce cadre qu'une Smart Flower a été inaugurée hier par le PDG d'EDF à la CTG. Il s'agit d'une sorte de panneau solaire intelligent installé à titre expérimental à l'entrée de la cité administrative et qui servira à alimenter le bâtiment de la collectivité. Explication avec le directeur adjoint d'EDF Guyane au micro de Kerwin Elsid. Cette Smart Flower est composée de 12 pétales qui sont en fait des panneaux photovoltaïques qui vont récupérer l'énergie solaire et qui vont la restituer sur des bâtiments publics ou des maisons individuelles. C'est la première qui est inaugurée en Guyane. Elle a une puissance nominale de 2,3 kW crête et elle permet en fait la production d'électricité pour l'équivalent d'un couple avec 2 personnes sur une année hors climatisation et hors eau chaude. Elle va alimenter les bâtiments de la CTG durant la journée, donc elle va produire de l'électricité pour les usages de la CTG. Cette Smart Flower a ce qu'on appelle un tracker solaire, donc en fait elle suit la course du soleil durant toute la journée, ce qui permet de majorer la production d'électricité de ce type d'installation de 30 à 40% par rapport à des panneaux solaires qui sont installés sur des toitures. En bref, un mot sur la sortie de crise à la Régie communautaire des transports. Après 15 jours de mouvement, les grévistes ont signé hier un protocole d'accord avec la présidente de la CACL, le directeur de la RCT et l'UTG. Reprise du trafic prévue demain matin. Politique maintenant, vous le savez, François Fillon sera donc le candidat de la droite dans l'élection présidentielle de 2017. François Fillon qui a raflé 65,5% des voix dans le second tour de la primaire à droite, 33,5% pour Alain Juppé, pourtant favori dans les sondages. Plus de 4 millions de personnes se sont déplacées dans les bureaux de vote partout en France, en Guyane. En tout cas, c'est encore Alain Juppé qui a remporté le plus de suffrages, 53,8% sur les 1453 votants. Un de ses partisans, le maire de Saint-Laurent, accuse la défaite mais souhaite fédérer à droite. On l'écoute au micro d'Elsa González. Je rappelle malgré tout que nous sommes tous au niveau de la même famille, la famille de la droite, et par conséquent je demande immédiatement à ce que toutes les personnes qui ont porté leur suffrage sur Alain Juppé puissent le faire maintenant sur François Fillon, parce que nous aurons besoin dans quelques mois de cette alternance nécessaire pour la France, mais surtout nécessaire pour nous en Outre-mer et particulièrement en Guyane. Nous aurons besoin qu'une vraie politique s'instaure pour que véritablement nos aspirations soient prises en compte. Et donc je demande à l'ensemble de la population de Guyane, au-delà même de la droite, de voter pour François Fillon. On va maintenant parler sécurité routière avec notre invité, le responsable de la sécurité routière à la préfecture. Bonsoir Laurent Lenoble. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le week-end dernier était particulièrement meurtrier. 3 personnes sont mortes dans des accidents de la route. Un jeune homme de 25 ans, seul en voiture, un jeune homme de 19 ans et un autre de 26 ans en scooter cette fois. Avez-vous plus de précisions sur les circonstances de ces accidents ? Ce soir, j'essaie d'être clair en passant un message aux Guyanais. Cette année, on a 31 morts sur les routes contre 24 à la même période l'an dernier. Tous ces morts ou ces accidents sont dus à des mauvais comportements. Encore ce week-end, ça a été le cas, avec des personnes alcoolisées, sous l'emprise de la drogue, avec des comportements, notamment la vitesse, qui était complètement inadaptée, avec des courses-poursuites. Et donc j'en appelle véritablement à une conduite calme. Ça ne sert à rien d'aller trop vite et il faut respecter les codes imposés par le code de la route. Vous l'évoquiez, donc 31 personnes qui ont déjà été tuées depuis le début de l'année contre 24 l'an passé. Un chiffre quand même qui ne cesse de progresser au fil des années. Vous évoquiez aussi les comportements, la vitesse, l'alcool, en tout cas la consommation de produits, on va dire, illicites. Est-ce qu'on peut répertorier aujourd'hui la cause majeure de ces accidents sur la route ? Les 2 principales causes sont la vitesse. Tout d'abord, vitesse inadaptée. Quand on a un choc à grande vitesse, la mortalité est plus importante. Et après, les équipements. On a beaucoup de personnes qui ne sont pas équipées, qui ne portent pas de casque, notamment pour les personnes qui sont en scooter, etc. Ou les piétons. On a 10 morts cette année de piétons parce qu'ils ne sont pas vus, tout simplement la nuit. Donc on lance des campagnes avec notamment le Rotary Club pour que les personnes s'équipent d'un gilet fluo. C'est très important pour les enfants comme pour les adultes. Les personnes qui sont plus ou moins la source de l'accident sont souvent très jeunes, on l'a vu, 19 ans, 25 ans, 26 ans. Là aussi, à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ?
On travaille avec l'éducation nationale, les collèges, les lycées. On monte des actions spécifiques avec des mini-films ou des choses comme ça. Il y a une campagne qui est lancée, qui s'appelle « Si t'as pas de casque, t'as pas de cerveau », qui est lancée par les collégiens, qui j'espère va porter. Donc vraiment un message d'alerte, à la fois pour les parents mais aussi pour les jeunes qui doivent nous écouter. Il faut s'équiper et il faut rouler cool. On parlait de la vitesse tout à l'heure. Par exemple, on a des radars qui flashent aujourd'hui à double sens, quelques-uns, mais souvent ça ralentit sur quelques mètres. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont efficaces? Ils sont efficaces mais pas suffisants. Donc on a 8 radars en Guyane, dont 6 en double sens, et on va notamment installer ce qu'on appelle des radars leurres à compter de 2017, c'est-à-dire ce sont des boîtes qui sont mises en place avec des radars ou non à l'intérieur. Les gens ne sauront pas, et on en aura un peu partout en Guyane, et certains seront dotés de radars qui seront déplacés dans ces boîtes de manière aléatoire, et donc on aura une multiplication des radars sur nos routes. Donc l'opération, ce sera le radar pour répondre à ces problèmes d'accidents sur la route en Guyane, mais quoi d'autre? Les actions réguler la vitesse, c'est une chose, mais... On a 2 types d'actions. Les actions de répression, avec tous les contrôles qu'on peut faire, que ce soit du côté de la gendarmerie ou de la police, et bien évidemment les actions de prévention. On les multiplie notamment auprès des jeunes. C'est notre cible prioritaire pour passer des messages, encore une fois, très clairs. Il faut s'équiper, porter le casque, notamment sur les scooters. Il faut s'assurer. Il faut porter les gants depuis quelques jours. C'est obligatoire. Oui. Sinon, c'est une amende, voire des points en moins pour ceux qui ont le permis. Et justement, pour le moment, personne n'en porte, si je peux me permettre. Oui, on va appliquer cette mesure, elle est déjà applicable, mais on va essayer de l'appliquer de manière intelligente avec de la prévention. Et puis après, les messages comme t'as pas de casque, t'as pas de cerveau, ça parle aux jeunes et c'est très clair. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que ces personnes encourent? C'est-à-dire je ne porte pas de gants, je ne porte pas de casque. Et puis il faut savoir aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier, que même en scooter, on doit être couvert physiquement pour éviter les blessures très graves. Qu'est-ce que ces personnes encourent? Des amendes. Pour ceux qui ont des permis de conduire, des retraits de points, et pour ceux qui ne sont pas équipés, qui ne reviennent pas, une saisie du véhicule. Donc ça va très loin, et on ira très loin parce que à chaque accident, à chaque mort, c'est un drame pour les familles. Donc je pense à l'ensemble des familles qui sont victimes de ces accidents de la route. Ça peut arriver à tout le monde, et donc il faut vraiment penser à ça à chaque fois qu'on prend le volant ou le guidon. Mais quand même, dans le climat d'insécurité qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que la question de la sécurité routière ne passe pas un petit peu au second plan? Non, pas du tout. Ça reste une priorité pour le préfet et pour le gouvernement. La sécurité routière, c'est la vie des jeunes, de nos jeunes de la Guyane notamment. Et donc, ça reste une des priorités fortes. Nous parlions tout à l'heure du port des gants, les vêtements, les habits pour les personnes, pour les 2 roues tout simplement. Alors, il y a quand même les vitres teintées, on va dire surteintées, qui sont réglementées à partir de l'année prochaine. En gros, on va limiter la teinte des vitres, en tout cas quelque chose qui pose problème, en tout cas très controversé dans les DOM. Est-ce que vraiment on va pouvoir l'appliquer ici? On va l'appliquer parce que c'est aussi un phénomène de dangerosité, notamment pour les vitres qui concernent les passagers à l'avant. À l'arrière, c'est moins embêtant, on va dire, mais pour les passagers, le danger, c'est de ne pas voir celui qui conduit à l'intérieur et de ne pas être vu. Voilà. Donc la problématique, c'est tout simplement une raison de sécurité pour pouvoir voir s'il y a une personne à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. Quand on conduit, on voit si la personne regarde à gauche, à droite, si elle nous a vus, ou quand on a les vitres teintées, c'est aussi une problématique quand on est conducteur, on a moins de visibilité. Donc il faut qu'on lutte là-dessus, encore une fois avec intelligence, avec des actions de prévention, mais on mettra ces modalités en place. C'est aussi bien sûr voir peut-être les infractions. Quelqu'un qui est au téléphone, on ne peut pas voir si les vitres sont trop teintées. Mais quand même, quand on voit qu'on a du mal à faire respecter, ne serait-ce que le port du casque, que la question des habits pour les scooters n'est jamais vraiment évoquée et qu'aujourd'hui on est obligé de mettre des gants, est-ce qu'on sent qu'on va être capable en Guyane d'appliquer toutes ces règles? Est-ce que vous sentez que la population est prête peut-être? Alors ça a pris des années pour que les personnes mettent la ceinture de sécurité. Ça prendra peut-être des années, mais on ne baissera pas les bras parce que c'est encore une fois la sécurité de nos jeunes. Là, avec les actions de sécurité que monsieur le préfet met en place, on peut voir sur l'agglomération de Cayenne notamment qu'on a beaucoup plus de jeunes qui portent le casque. Donc on va faire en sorte de poursuivre l'effort et vraiment faire comprendre aux gens que le casque, c'est obligatoire. Merci beaucoup Laurent Lenoble, directeur de cabinet à la préfecture et responsable de la sécurité routière. Merci d'avoir répondu à nos questions.
On poursuit avec la situation critique à la clinique Véronique. Je vous le disais en titre, l'établissement serait au bord de la faillite. Problème au bloc opératoire, bloqué depuis 6 semaines. Service de maternité transféré à l'hôpital de Cayenne et salaire versé par chèque. Une situation qui, bien évidemment, inquiète le personnel, mais aussi les patients. Jonathan Lariot nous explique ce qu'il en est. Difficile de rater la clinique Véronique à l'entrée de Baduel, mais plus que de savoir où elle se situe, la difficulté est tout autre. Cet établissement est aujourd'hui dans une situation alarmante. Un des employés de l'entreprise a accepté de témoigner anonymement du quotidien au sein de la clinique. Et tous sont inquiets. Nous sommes dans le flou total. Nous avons des emplois précaires. Les salaires ne sont pas élevés et depuis 3 mois, nous sommes payés par chèque. Chaque fin du mois, c'est l'incertitude. Quant à ce mois-ci, on ne sait toujours pas non plus. Le directeur nous affirme qu'on va être payé et qu'à partir du 8 décembre, parce que c'est la date butoir, on sera peut-être en chômage partiel. C'est un malaise effectivement qui ne date pas d'aujourd'hui, mais ils n'ont pas laissé paraître au personnel. Nous, on nous rassurait à chaque fois. Parce que la chance de la clinique Véronique, c'est d'avoir un personnel assez fidèle et consciencieux. Parce que si au bout d'un mois, ça n'a pas été sur la place publique, c'est justement parce que le personnel a préféré jouer la discrétion pour ne pas perturber la direction en fait. Aujourd'hui, la clinique a fermé son bloc opératoire après un simple contrôle de routine. L'espace atmosphérique a été jugé hors norme et propice à la prolifération de bactéries. Avec ça, les femmes enceintes ont été redirigées au choix vers l'hôpital de Cayenne ou le centre médico-chirurgical de Kourou. Une situation de prime importance pour l'agence régionale de santé. La sécurité des soins n'était plus assurée pour ces 2 disciplines. C'est l'encadrement médical qui faisait défaut. Les normes prescrivent d'avoir un pédiatre à demeure dans une maternité et cet établissement n'en avait pas. La qualité de l'air au sein des salles d'opération et au sein de la salle de stérilisation ne correspondait, elle non plus aux normes prescrites par les réglementations nationales. Cet établissement a un service d'hémodialyse de pointe qui fonctionne très bien. Et dont on ne peut pas se passer. Si jamais la clinique devrait cesser son activité, alors je le dis tout de suite, il nous faudrait à marche forcée trouver les moyens de faire en sorte que l'hémodialyse, quant à elle, au moins continue. Si aujourd'hui la direction de la clinique attend les résultats d'une expertise quant aux normes de traitement de l'établissement, la question des ressources financières reste au centre des discussions et demeure sans réponse. La direction refuse de donner des détails. Tout autre chose, direction la Guadeloupe maintenant à la découverte d'une boutique nommée Ecolook. Il s'agit d'une friperie qui fait des vêtements d'occasion sa spécialité, des deuxièmes mains vendus à petit prix. Linda Kayarsi et Karen Diamin sont allées faire quelques repérages pour nous. Regardez. Amoureuse de la mode et après 10 ans de mûre réflexion, la friperie solidaire Ecolook de Vanessa voit enfin le jour. J'ai évolué dans le monde associatif depuis mon plus jeune âge, donc je voulais vraiment créer une association, ça me tenait à cœur. Et puis je suis vraiment portée sur le recyclage et le développement durable, donc j'ai allié en fait toutes mes passions en une boutique. Une friperie aux allures de boutique de prêt-à-porter, chaleureuse, achalandée de vêtements, de maroquinerie, d'accessoires à petit prix. Alors ces fonds récoltés vont nous permettre d'embaucher des gens en insertion. Donc quand vous faites un achat à Ecolook, donc un achat solidaire, ça permet de payer le salaire de quelqu'un, d'une couturière, d'une blanchisseuse, d'un cordonnier. Ce sont des gens qui vont apprendre un métier, ce sont des gens que nous allons aussi former. Donc c'est pour ça finalement que c'est une vraie boutique solidaire. Et depuis l'ouverture, le 19 novembre dernier, commerçants et particuliers font de généreux dons. Objectif, permettre aux chineurs de trouver leur bonheur, mais pas seulement. À Ecolook, on a pris le pari de s'adresser à un public qui en a vraiment besoin et à un public aussi qui aime chiner. Donc on a voulu mixer les couches de la population. En une semaine, on a vu que ça fonctionne. On voudrait vraiment créer du lien social entre les gens et on a voulu en fait faire quelque chose de plus chic pour que les gens se sentent à l'aise et puis puissent rester longtemps, puissent rester discuter parce que c'est aussi un lieu d'échange. La boutique solidaire de Vanessa se veut aussi écologique. Portant en bois, caisse de rangement, présentoir en jute, que de la récupération, une nouvelle vision de la solidarité qui se veut désormais durable.
Retour chez nous, après Orange, SFR lance sa 4G. L'opérateur activera jeudi son réseau dans les 9 principales communes du territoire. Suite à de lourds investissements ces derniers mois, SFR estime disposer du meilleur réseau 4G. Le 3e opérateur guyanais après Orange et Digicel compte séduire de nouveaux clients grâce à des offres agressives. On écoute le directeur général délégué SFR Caraïbes. On peut parler de leader de la 4G, puisque aujourd'hui SFR Caraïbes fait une annonce très importante avec un réseau. Nous annonçons la mise en route d'un réseau 4G avec en Guyane une couverture de plus de 70% de la population, 9 communes couvertes, donc un réseau de très très grande qualité, de très grande couverture. Et puis également des offres commerciales extrêmement attractives. Dès l'année dernière, on a commencé le remplacement complet de notre réseau mobile, qui a été entièrement changé de A à Z avec des équipements de toute dernière génération, extrêmement performants, qui profitent déjà d'ailleurs à nos abonnés. On a investi de façon très importante sur des capacités sous-marines vers les États-Unis et l'Europe, afin de pouvoir servir nos clients, parce que nos clients vont chercher du contenu à l'extérieur en majorité, et donc que ce débit important en local permette également d'aller chercher du contenu sur Internet. Les cantiques reviennent à un peu moins d'un mois du 25 décembre. Samedi soir, une trentaine de personnes se sont retrouvées pour une mise en jambe en ce début de saison du Chanté Noël à Saint-Laurent. C'est dans les locaux de l'association de tous les âges du Maroni que la séance s'est déroulée. Ambiance captée par Elsa Gonzalez. Chanter l'heureux moment, celui de la naissance du Christ. Au fur et à mesure que la soirée avance, les gens prennent place et partent au chant. Tout un répertoire de cantiques, chants bibliques sont abordés. Divin enfant chantant Noël. On rit, on danse, l'atmosphère est chaleureuse et conviviale. Un rendez-vous annuel apprécié par beaucoup de paroissiens. Très contente d'être là, de partager ce moment de joie, d'appel qu'on prépare Noël. Ça y est, on se dit ça y est, Noël va arriver, on prépare Noël, on est là dans la joie. Organisé par l'association de tous les âges du Maroni, ces premiers chants de Noël sont une tradition religieuse très importante. Oui, en tant qu'association, c'est très important pour nous de faire du oui, parce que c'est une tradition. Donc il faut garder cette tradition dans nos cœurs et dans nos pensées. En Guyane, 2/3 de la population est de religion catholique. Les fêtes de Noël sont aussi l'occasion de partager des moments privilégiés avec ses proches et son entourage. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec ce coup de tonnerre dans l'Ouest aujourd'hui après l'annulation de la rencontre entre le collectif des Iguanes et le PDG d'EDF. Le groupe citoyen a bloqué l'avenue Christophe Colomb dès 5 h ce matin pour réclamer un maintien de l'entretien. Jean-Bernard Lévy est finalement revenu sur sa décision. Rendez-vous demain en mairie. La clinique Véronique à Cayenne serait-elle au bord de la faillite? Le bloc opératoire est fermé depuis 6 semaines suite à un incident. Les salaires sont versés par chèque et des mises au chômage partiel ont été proposées. Seuls 2 services fonctionnent normalement. Et puis la saison des Chantés Noël est de retour. Samedi soir, l'association de tous les âges du Maroni a tenu une séance dans ses locaux. Une trentaine de personnes y ont participé. Dans un instant, le 20h de TF1, puis vos programmes continuent sur ATV Guyane. Excellente soirée à vous. Rendez-vous demain, même heure.